Et ben voilà, nous voilà réunis. Alors à ma droite, c'est-à-dire à la gauche des gens qui verront l'image, Stéphanie Aubert qui vient de Vin-Sobre. C'est ça. Voilà. Et à ma gauche, oui, enfin bref, vous avez compris, Henri-Claude Amadieu, le célèbre gang Amadieu, parce qu'ils sont nombreux, hein, c'est un truc. Déjà, Dieu, il y en a beaucoup, mais alors des Amadieu, alors là, c'est un truc. Et qui lui vient de Gigondas. Alors on va commencer honneur aux dames, on va faire un truc de vieux. Très bien, très bien. Voilà, et Stéphanie, en quelques mots, Oui. alors tu es d'origine belge. C'est ça. Tu t'es perdu en France et tu es là pour les évangéliser. Tu apportes la lumière aux Français, c'est ça en fait. C'est ça, ils en avaient tellement besoin. Voilà, et le bonheur. Et tu es devenue, par la force des choses, tu es infirmière C'est ça. et tu es devenue vigneronne. C'est ça. Et c'est toi qui vinifies au domaine avec ta belle-mère. Exactement. C'est un tout à domaine, fait ça. c'est une histoire de gonzesse chez vous. Oui, c'est ça, mais c'est la femme qui font la force. Et on est d'accord. En parlant de vinifier, Oui. vendange cette année 2024, ça donne quoi? Alors pour nous, en 2024, en termes quantitatifs, il ne faut pas se dire, il y a un peu moins, c'est sûr. Après, on n'a pas trop à se plaindre. Je pense qu'en général, sur vin sobre, ça doit faire moins de 10%. Donc, c'est pas catastrophique non plus. C'est surtout dû au fait qu'on a eu une floraison longue au mois de juin et que la météo n'était pas très stable. Par contre, en termes de quantité, c'est magnifique. En qualité, pardon. En termes de qualité, c'est magnifique ce qu'on a fait en 2024. On a pu récolter surtout à une maturité phénolique qui fait qu'on a une expression et un équilibre sur le fruit avec des tanins qui sont très souples. On a un rendement en jus qui nous a surpris parce qu'on ne s'y attendait pas quand même. Et on a une couleur, mais c'est de l'encre qu'on a fait sur vin sobre. Donc vraiment très très satisfait du millésime qui chez nous à vin sobre est 100% féminin en plus. Donc voilà. Et j'adore l'idée des millésimes féminins. Il va falloir qu'on reparle de ça, tiens. Bon, de l'autre côté, Henri-Claude. Alors, Gigondas, on parlera après géographie, altitude, etc. Ça donne quoi le millésime sur Gigondas? Millésime à Gigondas, écoute Eric, si on devait le raconter, assez intéressant de voir un peu les contrastes d'une appellation à une autre avec si peu de distance entre nous. Gigondas, c'est d'abord un millésime 2024 façonné par la pluie et le Mistral. On a enregistré un printemps pluvieux, mais alors pluvieux qu'on n'en avait pas connu depuis de nombreuses années. De janvier à juin, ce sont 400 mm cumulés qui ont été enregistrés. Et si on revient sur 2023, c'est déjà le double de 2023. Et si on revient encore un an plus tôt, en 2022, c'est 4 fois plus qu'en 2022. Rends-toi compte. Voilà. Millésime très frais, donc un printemps long, tardif, arrosé. La grande chance de notre vallée du Rhône Sud, c'est d'être balayé par le Mistral, notre meilleur allié. Couloir de vent. Hein. Couloir de vent. Et ce Mistral, entre chaque pluie, a pu assainir, assécher, rafraîchir les vignobles. Donc un débourrement à temps début avril qui a été assez rapide, une croissance végétative rapide. Il faisait déjà doux à ce moment-là, c'était bien arrosé. Derrière le débourrement, la floraison au mois de juin. La floraison était au début du mois de juin, autour du 2 juin pour le plateau près du village de Gigondas. Et s'est étagé jusqu'au 25 juin pour la montagne et les coteaux au pied des dentelles de Montmirail. Avec à ce moment-là un rafraîchissement. Le mois de juin était plutôt frais et ventilé, pas mal de pluies qui ont occasionné malheureusement de la coulure sur les grenaches. Et oui, voilà, ça devient un petit peu malheureusement une constante là dans nos vieux coteaux et ces printemps un petit peu chaotiques. Donc en termes de rendement, effectivement, l'appellation enregistre une baisse de rendement sur les grenaches, des grappes un petit peu lâches. De façon assez surprenante, pendant 3 ans de sécheresse, les vieux plants ont produit de belles grappes, de beaux rendements en jus. Et cette année où on revient sur une belle pluviométrie, quelque chose de frais, eh bien des rendements en jus plus faibles. Probablement que la plante s'est un petit peu constituée des réserves, a voulu se prémunir de nouveaux accidents dans le futur. Et c'est là qu'on voit un petit peu toute l'intelligence de la nature, du végétal. Voilà. Question, au niveau sous-sol, vous êtes semblable d'un endroit à l'autre? Nous, à Vin-Sobre, c'est très argilo-calcaire. Après, je pense qu'on est plus semblable en termes d'altitude.
parce que nous, en altitude moyenne, le cœur du village, qui est au cœur du vignoble, on est à 300 mètres et on peut monter jusqu'à 400-450 mètres. Donc je pense qu'en termes d'altitude, on est, sur ça Gigondas, se compare, quoi. Oui, c'est tout à fait similaire. Tu pars d'un plateau au pied du village là, à 250 mètres jusqu'à 450, quelques petites parcelles à 500 mètres. et un très beau restaurant sur la place du village. Et tout à fait. Un très beau restaurant parmi 8 restaurants pour 400 habitants. Ça, on tient à le souligner. Hein. Un resto pour 50, la capacité est atteinte, et une très belle cave à vin en plus. Alors, historiquement, on va parler un peu d'histoire, puisqu'il n'y a pas de futur sans passé, c'est beau ça, hein, et un peu d'histoire. Vos deux vignobles d'ailleurs se constituent, enfin existent avant, il y a un peu de vignes depuis très longtemps, mais ce sont les gelées de 56 qui vont complètement dézinguer les oliveraies. Tout à fait. Qui permettent la replantation de vignes, et le vignoble se développe à partir de là avec le chemin qualitatif que l'on connaît dans les années 60-70. On est au balbutiement et puis on monte et un jour on devient un cru. Hein, c'est ça. On sort de l'appellation Côte-du-Rhône générique, on devient Côte-du-Rhône village avec un nom de village, et puis on devient un cru. C'est ça. Le futur, c'est quoi au niveau climatique ? Comment on en parle là, à Vin-Sobre ? Alors nous, à Vin-Sobre, on a quand même un grand atout, c'est qu'on est un peu un microclimat. On est le plus au nord déjà, dans le Rhône méridional. Donc ça nous aide à avoir un peu plus de fraîcheur sur la nuit. On est bien balayé par le Mistral sur les hauteurs, mais on a aussi l'avantage d'avoir le vent qui vient des Alpes, parce que l'on est à côté de Nyons, donc qui sont les Préalpes, et ça nous aide aussi. Et surtout le côté très boisé de l'appellation. On a à peu près 1 pour 1, qui est quand même assez rare. En total, il va y avoir à peu près 1350 hectares de vignobles pour 1250 hectares de bois. Donc ça fait presque 1 pour 1. Et ça, en termes de réchauffement climatique, ça va nous aider à garder cette fraîcheur, d'avoir ce côté très arboré. Et est-ce que les vignes sont au milieu de zones boisées ? Tout à fait. Donc c'est pas, on n'a pas mis les arbres autour des vignes, quoi. Pas du tout. C'est vraiment, on a une vignoble qui est assez diverse entre le côté arbre, mais il y a aussi les lavandes, les olives, parce qu'on est quand même à côté de la Nyons pour l'olive. Donc il reste, malgré le gel de 56 qui a changé notre paysage, on reste quand même à beaucoup de vignerons à Vin-Sobre qui sont en polyculture et qui font autant de la vigne que de l'olive. D'accord. Et ça joue un rôle de temporisateur, le fait d'avoir des arbres, pas uniquement à cause de l'ombre, mais parce qu'ils rejettent toute une série de choses, un peu d'humidité, etc. Oui, et ça fait aussi le côté biodiversité. En termes de faune, de flore, de tout ça, ça nous aide. Et après, il y a aussi le côté qu'on recherche nous davantage à planter de la syrah, parce que ça se passe très bien à Vin-Sobre, la syrah, vu qu'on est un peu plus au nord. Et après, on est aussi un peu dans la recherche des vieux cépages qui vont revenir. À une époque, on a un peu banni les Carignans parce que c'était jamais mûr. Tandis que maintenant, en fait, on arrive à une belle maturité. Et surtout, c'est un cépage qui va être faible en sucre et faible en alcool, du coup, et qui va nous aider à baisser cette moyenne, exactement. Et apporter de la fraîcheur. Voilà. Et on baisse, nous, en termes de plantation de grenache. À Vin-Sobre, on est à peu près 50% de vignes plantées en grenache et à peu près 35-40 en syrah, qui est beaucoup pour le Rhône Sud. Donc je pense que ça va être un atout dans le futur. Et après, je suis assez convaincu qu'il faut continuer à faire des recherches pour avoir justement des cépages qui vont être plus résistants, et il faut travailler là-dessus. Parce que changer les cépages, c'est compliqué avec un cahier des charges qu'on a actuellement. On ne fait pas ça en claquant les doigts et on n'arrache pas non plus notre vignoble pour le replanter à un autre cépage. Donc je pense qu'il faut rendre les cépages qu'on a actuellement plus résistants. Oui, ou alors travailler effectivement des variétés anciennes, je pense que c'est... qui sont autorisées. Je souriais, oui, parce qu'il faut quand même se rendre compte d'un truc, et on peut aborder le sujet avant de repasser à Gigondas, hein, parce que le temps de parole doit être le même pour tout le monde, sinon je me fais arracher les poils du torse à la pince à épiler. Et comment dirais-je, l'histoire, si on se remet au moment de la création des appellations,
Et quand on crée les appellations chez vous, c'est-à-dire relativement récemment, il y a un dogme qui prévaut à la création des appellations par rapport à un encépagement. Et ce dogme va éloigner toute une série de cépages utilisés dans la région, mais dans toutes les régions de France d'ailleurs. C'est un des trucs les plus absurdes de la législation, c'est ce côté dogmatique par rapport à certains cépages. Et on a des zones où on retrouve des cépages complètement oubliés et qui fonctionnent. Et là, on peut se poser des sacrées questions en se disant, les anciens n'ont pas fait que des erreurs, mais là, au niveau de la fixation ou de l'autorisation des cépages, on a autorisé selon des cahiers de charges de productivité, etc., mais pas d'adaptabilité au mouvement climatique parce qu'on n'y pensait pas. Tout à fait. De durabilité, hein, quelque chose, comment dire, de futuriste, si je veux dire, hein, qui est tourné vers le futur. Et je crois qu'on a un très bel exemple aujourd'hui parmi nous dans la salle. C'est le tout dernier, ou l'avant-dernier maintenant, des crus, c'est Kéran. Kéran, dans son cahier des charges, a non seulement acté, mais encouragé à l'utilisation de ces vieux cépages, au maintien, à la préservation de ce qui est planté, mais aussi à encourager à en planter et à les utiliser. Et qu'est-ce qu'on appelle vieux cépages dans ce cas-là ? Des cépages, on va avoir de la counoise, on va avoir du terré, on va avoir du cinsault, enfin ces cépages-là qui effectivement sur les appellations qui ont, je sais pas moi, 20 à 50 ans d'âge, avaient été écartés par un petit peu ce dogme dont tu parlais. Eh bien aujourd'hui, on sait que une viticulture d'avenir, c'est une viticulture qui est aussi diverse et ce sont des assemblages qui sont riches, complexes. Et ça c'est un bel exemple. Alors, concernant ce basculement et cette petite minute historique que tu mentionnais, pardon, le gel de 56 à Gigondas, on le voit pas seulement comme un basculement, mais surtout comme le déclencheur de ce basculement, le dernier petit paramètre qu'il manquait à une génération entière. C'est 25 ans en réalité d'évolution qui en 56 sont mises en pratique. Dès 1929, tu as déjà dans les annales un grand gel qui est enregistré à Gigondas. Et 1929, c'est aussi la date qui marque la création, la constitution d'un syndicat avec un groupe de familles et de vignerons qui vont là se battre toutes les années 30 pour acquérir une notoriété, une reconnaissance voilà, de leur vin et de la qualité de leur vin. Je pense à des familles Rousses, des familles Chauvet, la famille Hay là-bas en bas. On a Chapalin, Amadieu, tous ces gens sortent, pas seulement de leur région, mais au national, pour aller décrocher des médailles au concours général agricole, etc. etc. Et puis, sortie de guerre, eh bien, Deuxième Guerre mondiale, on voit qu'on sort complètement de ce vin aliment. On se tourne vers des vins plus qualitatifs. On a à disposition la connaissance, les moyens mécaniques, techniques, technologiques et éventuellement, et pour terminer, les moyens financiers puisque les embellis des 30 Glorieuses permettent aussi de mettre en application tout ce basculement. On est totalement d'accord. J'ai toujours dit que pour faire du vin de qualité, il fallait du pognon. Hein. Il faut aussi de l'argent. On ne fait pas de vin de qualité s'il n'y a pas d'argent derrière parce qu'il faut du matériel. Et on a beau rêver, le bobo moyen derrière son écran qui connaît la campagne à travers la vision de son ordinateur se dit il suffit de mettre un cheval et une charrue pour faire du bon vin. Et ça va si on a 2 hectares. Si on en a 10, ça devient compliqué, le cheval et la charrue. Et si on en a 35, ça devient juste impossible. Ou alors il faut des moyens absolument colossaux. Et c'est la même chose pour tout. Le vin d'avant était certainement moins bien fait que le vin d'aujourd'hui. C'est juste. Vu les produits qu'on utilisait. L'exigence, c'était pas pareil non plus du consommateur. Hein. Mais moi, je date un truc. Alors maintenant, c'est moi qui cause. C'est que je date le changement du monde du vin quand on invente le verre Inao. Et le verre Inao, il est normé AFNOR en 1956. Et avant ça, on est dans le vin aliment. Et après ça, on rentre dans le monde du vin loisir. Parce qu'on va pouvoir apprécier le vin autrement. On va pouvoir trouver, quand il y a des problèmes, on les trouvera plus facilement qu'avec un verre ballon ou avec un taste-vin. Taste-vin, c'est juste bon à mettre des pièces de 5 francs et des trombones et des boutons de manchette quand on en porte encore. Je veux dire, goûter du vin dans du métal, c'est juste pour voir la turbidité du truc. Et donc le vin va changer à ce moment-là et s'améliorer. Moi, je commençais dans le vin au siècle dernier, je vous emmerde directement, gagner du temps. Et dans les années 80, je peux vous dire que par rapport à vous, Vincent Gigondas, oui, c'est bien ce que je dis, oui. On a une évolution énorme qualitativement.
Gigondas, à Bruxelles, c'est le domaine des Amouriers qui va vraiment faire l'entrée du marché pour la restauration avant que malheureusement il ne périsse sur un rond-point. Et ça, c'est lui qui va ouvrir les portes en grand. Pourquoi, comment, c'est le hasard des marchands. Et vin sobre, c'est tous les Belges qui vont en vacances dans le coin. La preuve. La preuve. La preuve. Il y a le petit truc qui s'appelle le Mont Ventoux quand même en face de vin sobre et tous les Belges sont là pour faire du vélo. C'est vrai aussi. Quand ils ont à boire, en parlant de boire, qu'est-ce qu'on boit? Racontez-moi. Parce qu'on on a à boire. Eh bien là, tu as deux Gigondas, un rouge et un blanc. Voilà. Gigondas blanc, 1% de la production. Alors 1% de la pollution. Depuis 2021, c'est ça? Depuis 2023. Voilà, on est là dans le premier millésime. Et c'est 21 autorisations? Non, c'est quoi? Non. 2023, premier millésime, on en a parlé en 21 parce que c'était quasi acté. Janvier 2022 publié et pour le millésime 2023. Avec de la clairette? La clairette étant la base, puisque Gigondas se veut être la maison de la clairette aujourd'hui en appellation, 70% de clairette maximum. Et effectivement, avec Gigondas blanc, tu vas être ici sur un grand blanc, des notes très florales, anisées, fenouil, c'est ce qu'on aime à y trouver. On retrouve pour tous nos auditeurs là et vous-même, vous vous souvenez votre dernier voyage dans la région, c'est dentelle Montmirail, c'est lame calcaire finement ciselée. C'est ce qu'on retrouve, cette structure assez tranchante, des petits tanins crayeux. Voilà, le fait d'être en altitude, ça joue aussi, ça permet d'élaborer des blancs avec plus de fraîcheur. Tout à fait. Tout à fait, Gigondas se prête parfaitement à l'exercice. Gigondas blanc, on pourrait penser, ça y est, c'est tout beau, tout neuf, c'est un bébé. Non, Gigondas blanc, le blanc a toujours été produit à Gigondas, n'a jamais réellement cessé. Ce qui est jeune peut-être, c'est qu'enfin, après 12 ans de travail des vignerons, des locaux, de ce groupe très dynamique autour de leur appellation, on voit aboutir, on va dire, le couronnement de tous ces efforts, tout ce travail d'identification du potentiel, du préexistant, du futur. Imaginez le futur pour Gigondas blanc. C'est cette localisation de Gigondas sur des terroirs très frais, en coteaux, exposés nord-nord-ouest, qui vont permettre de préserver cette fraîcheur, qui vont assurer aussi quelque chose qui, dans le futur, continuera d'être viable. Parce qu'on a la chance de ne pas vraiment observer ce glissement constaté dans de nombreuses régions du monde à cause de ce réchauffement climatique, glissement de la production et des profils. Gigondas est encore très préservé de par sa localisation, de par, à l'image de vin sobre, cette proportion plus de forêt que de vignes à Gigondas. Voilà. Le massif des dentelles de Montmirail très préservé, le travail respectueux des vignerons envers leurs terres, un enherbement qui est là, préservé, qui garde la fraîcheur, qui évite un peu la transpiration des sols, l'évaporation de l'eau. Ce qui est très chouette, en fait, le fait d'avoir des forêts, que ce soit vin sobre Gigondas, c'est qu'on a du sanglier pour accompagner les vins. Pour accompagner les vins. Parce que le sanglier, il faut le buter, on est d'accord, ça sert à rien. Voilà. Ça fait chier tout le monde, c'est dangereux, c'est méchant. Tandis que, franchement, une bonne daube en hiver. Un bon sanglier dans l'assiette. C'est un sanglier mort. Voilà. On est d'accord, on est totalement d'accord. Avec un bon Gigondas, avec. J'ai une question pour les deux. On va commencer avec vin sobre, avec Stéphanie. Ça vieillit comment aujourd'hui les vins de vin sobre? Alors, ça, sincèrement, c'est souvent sous-estimé, mais ça vieillit très bien. Surtout depuis quelques années, enfin dans 10 ans quand même, qu'on a justement changé un peu le fusil d'épaule à vin sobre et davantage valoriser la Syrah. Ça nous aide à bien garder les vins. Nous, on le voit, on peut ouvrir un vin sobre qui a à jour 10 ans en 2015 et au final, on croyait que 10 ans, ça allait être un peu le max et on voit, on n'est pas encore au pic. Donc oui, je pense que c'est sous-estimé le potentiel de garde qu'on a sur les vins de vin sobres, quoi. Et à Gigondas Alors à Gigondas, écoute, j'ai eu ce week-end la chance de passer 3 jours dans le Charolais. Chez mon beau-frère Maxence, éleveur sur place, et notre sœur nous a cuisiné de langue de bœuf, c'était samedi soir. Je suis allé fouiller un peu dans sa cave, j'ai vu qu'elle avait le vin d'un confrère, la Gigondas, en 2017. Ça y est, ça rentre un peu dans la phase mature, sympa. Voilà. Un aller-retour dans la carafe, il a bien fallu ça 2 heures avant, et puis là on s'est vraiment régalé. Des tanins très fondus,
un fruit magnifique sur un millésime un petit peu solaire. Là, c'était ample, c'était généreux. Mais qu'est-ce que c'était fin, qu'est-ce que c'était précis. On s'est régalé. J'aime bien vous entendre tous les deux parce que je suis amateur de vins qui ont un peu de maturité. On ne peut pas dire des vins vieux. Mais aujourd'hui, bon, à part le faire soi-même, et plus personne ne le fait parce qu'on n'a plus de cave, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aurait, par rapport aux difficultés du marché actuel, un intérêt, d'une manière ou d'une autre, à créer une espèce de label, de réserve ou de grande réserve, comme on peut trouver en Italie, en Espagne, etc., où les vins vieilliraient au domaine, où il y aurait un surcoût évidemment, parce que il faut le payer. Et qu'en plus, si je me souviens bien, vous êtes taxé chaque année, non? Sur la valeur du stock, je dis pas de bêtises avec ça? Non, c'est une erreur. Alors non, mais j'ai le droit de dire des conneries. Tu peux dire que j'ai une connerie, il n'y a pas de souci. Mais donc, où on aurait comme ça, on paierait plus cher parce qu'il y a une légère plus-value, mais où on aurait des vins à maturité en se disant, ben voilà, je le vends au bout de 10 ans. Est-ce que ce serait un truc envisageable? Ils le font en Champagne, il ne faut pas se tromper. En Champagne, les champagnes millésimés, les grandes cuvées, on les reçoit au bout de 10 ans maintenant, pratiquement. Là, en ce moment, je pense qu'ils sont en train de commercialiser les 2012 en Champagne. 2012-2013, ouais. Oui, c'est très juste. Mais on en revient tout à l'heure, on parlait à ce nerf de la guerre, l'argent. On voit qu'effectivement une région bien établie comme la Champagne, le Bordelais et ses grands crus, mais aussi plus près de chez nous, la Bourgogne. Ce sont les régions les plus historiques qui peuvent aujourd'hui avoir cette collection, un petit peu cette vinothèque. Parce que là, les bouteilles qu'on stocke, c'est de l'argent qui dort quelque part. Bien d'accord. Et oui. après, il faut dire aussi ce qu'il y a, c'est que le consommateur actuel, il est plutôt à la recherche de fraîcheur, de fruits, quelque chose qui est assez facile à boire et vite à consommer. Je pense qu'il y a une étude qui a été faite par rapport aux vins achetés en grande surface. En règle générale, ils sont consommés sous 48-72 heures. 72 heures. Donc, ouais. 72 heures. c'est ça. Mais donc, et comme vous disiez, il n'y a pas tout le monde qui a les moyens pour. Après, certes, on pourrait le faire, mais c'est pas non plus qu'on a une demande très importante à ce sujet-là. Alors la question, mais de nouveau, ça c'est que mon truc, et on a le droit de pas être d'accord. Est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt à le faire pour créer une demande, et c'est-à-dire vendre un truc avec une valeur plus élevée qui pourrait permettre aussi que vous puissiez vendre le tout un peu plus cher, parce que on est quand même bien d'accord que le Rhône, c'est pas la région où les vins se vendent le plus cher, et c'est pas là où vous faites les marges les plus extraordinaires. En préparant les questions, on évoquait le bio ensemble tout à l'heure avec Henri-Claude. Le bio, c'est quand même, ça coûte un bras pour vous. Oui. Et la différence de prix à la vente, elle n'est pas énorme, hein. Parce qu'il faut, quoi, tu me disais, il me faut une personne à temps plein, c'est ça? Oui, ne serait-ce que pour cet administratif autour d'un label, quel qu'il soit, n'importe. Il faut plus de monde dans la vigne aussi, surtout des années comme ce printemps, le printemps d'avant, voilà, les printemps 23-24 où il pleut tous les 2 jours, voilà. C'est vrai que ça a un coût et ce qui n'est pas forcément retrouvé au prix de vente. L'angle vieux millésime peut être un angle un petit peu d'approche, je pense, pour attirer un peu la curiosité de nos amateurs, nos grands amateurs ou certains des professionnels, qu'ils soient de l'Oreca ou autre. Effectivement, ce que je constate au domaine aujourd'hui, on a un petit peu cette réserve sur une des cuvées un peu phares et il y a entre 3000 et 3500 bouteilles qui chaque année sont relarguées après 5-6 ans de vieillissement. Tu vois, on entame un petit peu ça. Ça fait une quinzaine d'années qu'on a cette politique. Alors tout part très facilement avec une valorisation et tout ce qu'on peut espérer. C'est plus un investissement en termes d'image en définitive. Et je pense que les choses se font progressivement. L'appellation a 50 ans aujourd'hui, tu vois, et je pense que c'est le début de ce genre de choses. Il faudra attendre encore quelques décennies pour que ce soit établi en tant qu'activité économique. Voilà, tout simplement. Parce que pour rebondir sur ce que tu disais, c'est que cette tendance à vouloir des vins jeunes, à boire les vins très jeunes, moi j'ai rien contre, mais je trouve qu'à un moment, la différence entre du bon vin et un grand vin, c'est que le vin, on le boit, il faut regarder les taches qu'on a sur soi pour se souvenir de ce qu'on a bu. Un bon vin, c'est celui où on termine la 2e bouteille et on se dit tiens déjà. Et un grand vin, c'est celui qui nous marque. Mais pour arriver à exprimer l'idée que ce soit un grand vin, il lui faut un peu de temps. Des grands vins qui se révèlent au bout de 2 ou 3 ans,
C'est comme dans le reste, hein. Des Mozart, il y en a eu un, mais enfin, ils ne sont pas tous des virtuoses à 5 ans. Quoi. Je pense que c'est un peu culturel aussi, hein, parce qu'on voit quand même qu'en Europe, on est plus sur des millésimes jeunes, hein, qui ont 2, 3, 4 ans. Et quand il suffit d'aller de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, ils n'ont pas du tout cette culture-là. Donc je pense que c'est un peu culturel aussi, que les gens ont peur limite d'ouvrir une vieille bouteille en disant déjà, est-ce qu'il faut la carafer, il ne faut pas la carafer, est-ce qu'elle va encore être bonne, est-ce que c'est le bon moment, et des fois on a peur de l'ouvrir et que du coup on attend trop longtemps. Donc je pense qu'il manque un peu d'éducation à ce point de vue-là. Et on boit aussi. des MMS. Appelez-nous, écrivez-nous, on est toujours derrière notre bouteille pour vous renseigner. Oui, on essaye de le mettre sur les important. contre-étiquettes, l'âge optimal en allant du millésime. Mais voilà, déjà aussi, après, il faut avoir les moyens de les stocker correctement. Donc oui, peut-être chez le vigneron, c'est une bonne idée. Mais c'est peut-être nous aussi, je parle à titre perso, le défaut qu'on a, c'est que quelqu'un ou les clients qui se font plaisir au moment donné avec le millésime, on ne veut pas les décevoir en disant j'en ai plus, qu'en fait je garde 3000 bouteilles derrière. Des fois c'est un peu nous qui sommes tort aussi. Quoi. C'est compliqué bien sûr. C'est vraiment un truc, une question que je me pose beaucoup parce que là aujourd'hui il y a un stand vieux millésime. Donc ça prouve qu'il y a quand même, c'est pas out of the blue. J'ai fait une verticale de Bordeaux il y a quelques jours avec l'œnologue machin etc. Et j'ai posté un truc sur LinkedIn en disant tout le monde dit que le vin ne vieillit pas. On a commencé le truc avec des 95 et des 96 et c'était quand même vachement bon. Et donc cette question est quelque chose qui me taraude, je veux dire vraiment par rapport à mon travail. Et je me dis, si j'avais 20 ans de moins, ou peut-être même maintenant, je commence à acheter des vins pour dans 20 ans. Quoi. Et je me dis, tiens, dans le fond, des Gigondas, il y en a qui tiennent le coup. Est-ce qu'il y a des vins sobres qui vieillissent, etc. Alors justement, en parlant de vins sobres, quand est-ce qu'on aura du blanc ? Espérons rapidement. C'est quelque chose qui est dans les tuyaux. En fait, c'est un peu comme à Gigondas. En fait, si vous voulez, il y a toujours eu du blanc qui s'est fait à vin sobre. Ça fait 40 ans qu'on fait du blanc à vin sobre. Bien sûr, en Côte-du-Rhône, Village. Et depuis maintenant 2-3 ans, il y a des vignerons qui travaillent sur le dossier. On a fait des dégustations avec l'école hôtelière de Tain. On a aussi eu Georges Truc qui est venu sur place pour un peu une étude de sol. Donc c'est dans les tuyaux. Normalement d'ici fin d'année, donc c'est bientôt, on est novembre. Le dossier va être posé auprès de l'INAO. Et le but, c'est de l'avoir d'ici 2-3 ans selon l'administration française. Donc ça fait une quinzaine d'années. Exactement. Mais bon, le but, c'est vraiment de pouvoir compléter la gamme avec le blanc. Il mérite sa place sur la table aussi. Et question, et vous ne frappez pas ni l'un ni l'autre, d'accord? Et le rosé? Eux, ils l'ont cru, hein, Gigondas. Oui, mais... Voilà. Le rosé est en place, Gigondas. C'est pas du tout quelque chose qui est dans les tuyaux à vin sobre. Voilà, c'est marginal la quantité de rosé produite sur l'appellation, même en Côte-du-Rhône. Je pense que des producteurs, la plupart le font même en IGP, parce que, je vais pas me faire des amis là, mais c'est un peu un produit tendance, le rosé. C'était ça la question. Voilà. Surtout que les rosés qui sont actuellement qui ont le vent en poulpe, ça va pas être les rosés qu'on va produire comme en termes de cru. Tavel, ils connaissent ce problème. C'est plus un rouge qu'un rosé parce que les gens ne savent plus apprécier un rosé justement qui a plus de caractère. Ça revient, mais ça va par vague. Le rosé, c'est comme je disais, c'est très tendance. Cyclique, de toute façon. Voilà, maintenant les gens, ils achètent, c'est du vécu. Hein, quand je suis au magasin, je le vois. Ils achètent le rosé sur couleur. C'est pas le goût qui compte, hein. Au plus qu'il est clair, au mieux qu'il sera. Et ça, c'est ça vraiment. Change. Ça change, heureusement. Et c'est pour ça qu'on est plus sur le dossier du blanc, parce que le blanc, c'est quand même intemporel. C'est un produit qui peut se boire à l'année aussi. Tandis que le rosé,
je veux dire, nous les gens du Sud, même si je suis belge, il faut 35 degrés pour boire du rosé limite. Donc il vaut mieux qu'on se focalise à vin sobre d'abord sur un cru blanc et un cru rosé à voir. Vu que c'est toujours cyclique les tendances, peut-être que dans 5 ou 10 ans, il y a une réelle demande et qu'on se dit pourquoi pas, allons-y. Mais pour l'instant, c'est pas du tout... Et sur Gigondas? Alors sur Gigondas, je crois que le rosé mérite beaucoup de respect parce qu'aujourd'hui dans notre conversation, il va rassembler trois éléments importants que l'on a évoqués. Le rosé, jusqu'à présent, était là pour assembler des grenaches, des syrahs, des mourvèdres, mais aussi du cinsault. Et il nous a permis aussi de pas mal expérimenter les parcelles en cinsault, qui aujourd'hui, soutenu par un formidable outil de l'interprofession qui s'appelle l'Institut Rhodanien. C'est un organisme qui fait le relais un petit peu dans les plans techniques entre l'échelle locale et nationale. Et il a permis aussi d'intégrer l'année dernière au cahier des charges des rouges de Gigondas le cinsault comme cépage secondaire. Tu vois, on est très fiers de voir qu'un cahier des charges, c'est un dogme qui n'est pas figé non plus et comme ça moribond. C'est un dogme qui peut évoluer. Mais il peut évoluer. C'est pas gravé dans le marbre. Donc ça, c'est la bonne nouvelle pour le futur. La vallée du Rhône est dynamique, la vallée du Rhône évolue, colle au marché et tendance, quelle que soit la mode. Dernière question, vous avez 1 minute chacun, parce qu'on me fait des grands signes, là, les deux blondes, il faut qu'on termine. Donc, 1 minute. Le futur de la vallée du Rhône en Belgique, parce qu'on est votre premier marché au niveau mondial, parce que le Belge achète beaucoup avec sa voiture aussi, même si c'est pas dans les chiffres export. Alors qui des deux vend le plus aux Belges, Gigondas ou Rasto? Vin sobre. Vin sobre. Pourquoi je dis Rasto? J'arrête la coke, moi c'est pas possible. Je pense que ça doit être Gigondas parce qu'il y a plus de notoriété que le vin sobre. C'est notre plus gros point de travail pour nous, c'est de faire connaître l'appellation. Il y a quand même beaucoup de Belges dans le coin, non? Oui, mais allez en supermarché, vous avez toujours trouvé un Gigondas, vous n'avez pas toujours trouvé un vin sobre. Par Pareil contre, du chez Rasto les non plus. Non, pas de Rasto non plus. Non. On a à peu près le même âge avec Rasto. On est relativement bébé en termes d'âge du cru. Si on compare avec Gigondas, qui est quand même maintenant un cru historique après Châteauneuf, c'est vous les plus vieux qui ont le plus de notoriété à jour dans le Rhône Sud. Donc voilà. Je pense que si on regarderait pur les chiffres, je ne les connais pas par cœur, mais pour moi, il y a plus de Gigondas qui se commercialisent en Belgique qu'en vin sobre. Déjà que nous, en vin sobre, on n'est pas à notre capacité maximale de production, donc on est encore en phase croissante. Voilà. Donc après, c'est un travail qu'on fait dessus, il faut faire de l'éducation. On a l'avantage d'avoir du coup un bon rapport qualité-prix, mais il y a du travail à nous à faire à ce point de vue-là. Donc, c'est la bonne nouvelle, je crois. On a encore beaucoup de marge de progression en Belgique. On aime les Belges, on aime les voir aussi chez nous. On vous donne tous rendez-vous dans la vallée du Rhône Sud, tout à fait, que ce soit pour une. Il y a carrément des villages qui font des fêtes de Belges. Ah oui, les fêtes des Belges. Après, on a les fêtes de village. En vin sobre, on fait le festival chaque année. Vous faites Gigondas sur table, qui est juste extraordinaire. Quand on aime bien manger, c'est voilà. Donc, tu connais des gens qui n'aiment pas manger, qui sont dans la région? Ils s'en vont en général. Voilà. Tout le monde aime manger ici. C'est des prisonniers politiques qui s'en vont. C'est toujours une exception pour confirmer la règle. Merci beaucoup vous deux. Il faut que ça s'achève. Mais voilà. on parlerait des heures. Hein. Oh, on pourra en parler des heures. On se reverra, on s'arrangera. Merci beaucoup, bonne fin de journée. Merci à à bientôt, vous. merci. À votre santé. À votre santé. santé.